Bonjour, je tiens à vous remercier pour votre fidélité à la chaîne Backbone Corporation, à tous les fans et à tous les internautes. À la demande de plusieurs d'entre vous, nous avons commencé l'enregistrement des vidéos avec des explications audio. Sentez-vous libre de poser vos questions en commentaire et nous vous répondrons soit en commentaire, soit alors par des vidéos explicatives. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet qui concerne Linux. LPIC veut simplement dire certification de l'Institut professionnel Linux et qui est divisé en trois grands niveaux, à savoir le niveau 1, LPI1 pour être administrateur Linux, LPI2 pour être ingénieur Linux, LPI3 pour se spécialiser soit en environnement mixte, soit en sécurité, soit en virtualisation et haute disponibilité. Et pour aller à un niveau inférieur, à un niveau supérieur, il faut déjà avoir le niveau précédent. Le LPI1, qui nous permet d'être administrateur Linux, est divisé en 10 grands sujets. Et nous allons commencer par le premier sujet qui est intitulé 101, qui portera sur l'architecture matérielle, la gestion des périphériques et le démarrage du système. Le sujet 101 a une valeur pondérale totale de 8 points divisés comme suit. Le 101.1, ayant pour contenu la détermination de la configuration matérielle, a une valeur de 2 points, c'est-à-dire 2 questions seront posées à ce sujet. La rubrique 101.2, ayant pour contenu le démarrage du système, a une valeur de 3 points, c'est-à-dire 3 questions seront posées à ce sujet. Et enfin, la rubrique 101.3, ayant pour contenu le changement au niveau d'exécution, a une valeur pondérale de 3 points, c'est-à-dire 3 questions seront posées à ce sujet. C'est l'ensemble de ces valeurs pondérales qui font un total de 8 points concernant le sujet 101. Nous commençons le sujet 101 avec la détermination de la configuration matérielle et nous retiendrons qu'en termes de configuration matérielle, les ordinateurs sont généralement composés de processeurs, en anglais abrégé CPU qui veut dire Central Processing Unit. Nous avons à la suite des processeurs les mémoires et en termes de mémoire, nous rencontrons les mémoires vives qui sont des RAM. Nous avons des DRAM, nous avons des DDRAM qui sont des variantes de mémoire vive. Nous avons des mémoires mortes, nous avons des ROM, des PROM, des EROM. Nous avons également des mémoires de masse. En termes de mémoire de masse, nous avons par exemple le disque dur. À la suite, nous avons les périphériques. Nous rencontrons les périphériques de type bloc et des périphériques de type caractère. Nous avons également des bus de communication de type PCI, AGP et ISA. Tous ces bus de communication-là gèrent le système d'exploitation. L'ensemble de ces composants matériels ou architecture est géré par le système d'exploitation qui prend en charge les processus, la mémoire, les droits, les fichiers des utilisateurs. À la suite des composants matériels, nous allons voir la notion d'allocation de ressources. Lorsqu'un périphérique va accéder au processeur, il envoie un signal appelé interruption à ce dernier. Et ce dernier lui alloue du temps processeur, c'est-à-dire lui trouve un espace de son temps permettant ainsi au périphérique d'exécuter sa tâche. Les interruptions en anglais sont abrégées IRQ pour dire Interrupt Request. Et nous noterons que dans les systèmes 32 bits, nous avons 16 interruptions numérotées de 0 à 15. Et dans les systèmes 64 bits, nous avons plus de 16 interruptions. Et le fichier des interruptions est retrouvé dans le répertoire /proc. Les systèmes 64 bits ont plus de 16 interruptions et le fichier des interruptions est tenu à jour dans le répertoire /proc. Nous avons ici quelques exemples d'interruptions généralement rencontrées. Nous avons l'IRQ numéro 0 qui correspond à l'horloge système, le numéro 1 qui renvoie au clavier, le numéro 5 qui renvoie à la carte son ou au second port parallèle. Nous avons le numéro 6 qui renvoie au lecteur de disquette, le 7 au premier port parallèle, le 14 au contrôleur ATA primaire et le 15 au contrôleur ATA secondaire pour ne citer que cela. Et par la suite, nous allons ouvrir le terminal pour afficher le contenu du fichier interrupt. À la suite des allocations des ressources, nous poursuivons avec les entrées-sorties. En anglais, input-output ports sont utilisés pour permettre au processeur de communiquer avec les périphériques.
Le fichier des entrées-sorties est tenu à jour dans le répertoire /proc et piloté par la commande hdparm avec l'option -c. Nous poursuivons avec l'accès direct à mémoire ou DMA en anglais Direct Memory Access. Le DMA est une technologie qui a été mise sur pied pour permettre aux périphériques de communiquer directement avec les mémoires sans passer par le processeur. Ceci a pour avantage de permettre les échanges directs entre les périphériques et d'améliorer la performance du système. Et le fichier des DMA est tenu à jour dans le répertoire /proc et piloté par la commande hdparm avec l'option -d. Les processus en cours d'exécution présents dans le système de fichiers virtuel PROC-FS sont montés sur le répertoire /proc et les informations liées aux périphériques présentes dans le système de fichiers virtuel 6FS sont montées sur le répertoire /6. Ici, nous avons la liste de quelques fichiers généralement utiles pour la détermination de la configuration d'un système d'exploitation. Et parmi ces fichiers, nous avons déjà vu certains d'entre eux, notamment le fichier DMA qui contient la liste des canaux DMA, le fichier interrupt qui contient la liste des interruptions et le fichier IOPOD qui contient la liste des adresses d'entrée-sortie. Et nous voyons ici que pour avoir des informations sur le processeur, par exemple, nous irons consulter dans le répertoire /proc le fichier CPU-info. Pour avoir les informations relatives à la mémoire vive, nous allons plutôt dans le fichier MEMINFO. Le fichier Optime, lui, nous renseigne sur l'utilisation du processeur. Le load AVG nous donne les informations relatives à la charge du système. Le fichier swap nous renseigne sur les informations concernant la swap. Le mount, lui, liste les partitions montées présentes dans le système. Le fichier partition liste les partitions du système. Le CD-line donne les renseignements sur les paramètres passés au noyau durant le démarrage. Le fichier version donne les renseignements sur la version de Linux et le fichier module donne les renseignements sur la liste des modules chargés en mémoire. Nous noterons ici que ces fichiers ne sont pas exhaustifs parce que l'arborescence ou le répertoire /proc regorge plus d'une cinquantaine de fichiers, mais ceux-ci sont simplement les fichiers les plus utilisés lorsqu'on veut connaître ou avoir des informations relatives à la détermination de la configuration du système. Pour continuer avec la détermination de la configuration matérielle, nous verrons maintenant les bus. Les bus sont des canaux qui permettent la communication entre les différents composants d'un ordinateur. Et les bus sont généralement caractérisés par un type, une fréquence, une largeur. Nous avons notamment quelques types de bus. Nous avons les bus PCI, nous avons les bus ISA, nous avons les bus AGP, nous avons les bus USB. Ces différents types de bus renvoient au type de périphérie qui sont connectés, qui communiquent au travers de ces bus-là. Nous avons par la suite quelques outils de collecte d'informations qui nous permettent de nous renseigner sur la configuration du système. Nous avons la commande LSPCI par exemple, qui nous permet d'avoir la liste des périphériques PCI détectés par le système d'exploitation et cette liste des périphériques PCI est mise à jour dans le fichier PCI de l'arborescence /proc/bus. Nous avons la commande LSUSB, elle qui donne la liste des périphériques USB détectés. Nous avons par la suite la commande DMessage qui affiche tous les messages renvoyés par le noyau depuis le démarrage. Et cette commande-là prend ces informations dans le répertoire /var/log des messages. Nous avons également Linux Info qui nous donne les informations relatives au système d'exploitation. Nous avons LSHW qui donne une liste détaillée de tous les périphériques de la machine. Et cette commande LSHW est basée sur le contenu du fichier HW-info. Nous avons DMI de code qui affiche le contenu de la table DMI, qui renseigne sur les composants matériels du système, les numéros de série, la version du BIOS pour ne citer que cela. HW-info, lui, il donne une liste détaillée de tous les périphériques de la machine et UDEV-info nous permet également d'avoir certaines informations relatives aux périphériques de la machine. Nous poursuivons avec les périphériques CodePlug et HotPlug. Les périphériques CodePlug sont des périphériques pluggables à froid, c'est-à-dire qui peuvent être ajoutés ou enlevés du système à condition que celui-ci soit en arrêt.
Et dans la liste des périphériques code block, nous avons par exemple le processeur, nous avons les mémoires vives, nous avons les cartes. Mais nous devons spécifier ici que cela dépend également de l'architecture matérielle qui a été conçue à la base. Nous avons également les périphériques hot block. Hot block qui veut dire qu'ils sont pluggables à chaud, c'est-à-dire qu'ils peuvent être ajoutés ou alors retirés du système d'exploitation pendant que celui-ci est en plein fonctionnement. Et notamment, nous avons les périphériques de type USB. La gestion dynamique des périphériques hot block est assurée par le service UDEV qui est monté sur l'arborescence/dev. Et la configuration de ces règles est tenue à jour dans le répertoire /etc/udev/rule.d. Le fichier de configuration principal, lui, il se trouve dans le fichier udev.conf de l'arborescence/etc. Et nous avons par exemple quelques opérations possibles avec le service UDEV. Ce service nous permet par exemple de changer le nom assigné par défaut à un périphérique. Il peut nous permettre de changer également les permissions, les propriétés d'un périphérique, de lancer un script quand un périphérique est créé ou supprimé et de renommer les interfaces réseau d'un périphérique. Nous passons aux modules. Les modules sont des bouts de code ou de programme qui permettent de piloter le matériel. Ces modules permettent également une interdépendance entre les différents matériels et ils sont généralement présents dans l'arborescence/lib/module en G-code uname-r. Nous avons par la suite quelques commandes et fichiers généralement utilisés dans la connaissance et la détermination en matière de modules. Nous avons précédemment vu LSMode lorsqu'on parcourait la liste des fichiers du répertoire /proc. LSMode ici permet de lister les modules chargés en mémoire. Ces modules sont dans le répertoire /proc/module. Nous avons mode info qui nous donne les informations relatives au module. Nous avons xmode qui permet le chargement d'un module en mémoire sans ses dépendances. Comprenons ici un module en mémoire qui n'a pas de dépendance. Nous avons xmode qui permet le chargement d'un module en mémoire avec ses dépendances, c'est-à-dire un module qui a des dépendances. Nous avons ici rmmode avec les options -f et -w qui permet de décharger un module de la mémoire avec des dépendances. Nous avons mode prop-r option -f -w qui décharge un module de la mémoire avec des dépendances. Nous avons la commande depmode qui permet de faire la mise à jour des dépendances entre les modules. Et cette commande depmode là met à jour le fichier module.dep situé dans l'arborescence/lib/module/anticode uname-r. L'arborescence/etc/module ici nous renseigne sur tous les modules qui sont systématiquement chargés au démarrage et /etc/mode-prop.conf renvoie au fichier de configuration des modules. Ensuite, nous avons les consoles. Les consoles ici là peuvent permettre à un même utilisateur de se connecter simultanément sur plusieurs systèmes. Et le périphérique de chaque console se retrouve dans l'arborescence/dev/ttyn où n est le numéro de la console. Et par défaut, nous avons sous Linux 6 consoles texte et une console graphique. Les consoles texte sont accessibles par la combinaison de touches CTRL plus ALT plus F de F1 jusqu'à F6 pour atteindre la 6e console texte et CTRL plus ALT plus F7 pour atteindre la console graphique. À l'installation de Linux, nous avons la possibilité également de créer de nouvelles consoles. Nous pouvons avoir une 8e console, une 9e, une 10e, jusqu'à même plus d'une vingtaine de consoles. Et ces consoles sont lancées par le service Getty ou MyGetty. Au login, nous avons la procédure suivante. Lorsqu'un utilisateur se logue en local, nous avons l'affichage du contenu du fichier /etc issue qui s'affiche sur l'écran, puis attente du couple login password. Lorsque le couple login password est renseigné, nous avons ensuite l'exécution de la commande login. Si les paramètres de cette commande sont acceptés, nous avons par la suite l'affichage du contenu du fichier /etc/mot qui veut dire message of the day. Ensuite l'exécution du shell et viendra enfin l'exécution des scripts contenus dans /bash
_logout à la déconnexion après les travaux. À la suite de la détermination de la configuration matérielle, nous passons maintenant à notre deuxième partie qui concerne le démarrage du système. Nous noterons ici que lors de la mise sous tension du système, le premier programme qui se lance est appelé le BIOS en anglais, qui veut dire Basic Input Output System. Le BIOS, c'est ce programme-là qui permet de faire l'inventaire de tous les périphériques qui sont connectés en machine lors du démarrage du système et de vérifier même l'intégrité de certains de ses composants. Et les différentes phases qui sont contenues dans le BIOS, nous avons déjà notamment la phase de l'exécution du poste qui est le Power on Self Test. Ensuite, nous avons l'énumération des périphériques, comme je le disais tantôt. Ensuite, nous avons la configuration possible à partir du setup. Le setup là qui nous permet de faire certaines configurations de base. À la suite du lancement du BIOS, nous avons la deuxième étape qui concerne le chargement en mémoire du contenu de la MBR. La MBR ici, c'est le Master Boot Record qui est codé sur 512 premiers octets de disque dur et qui va appeler une seconde partie située hors du premier secteur de boot. Après cela, la troisième étape concerne le chargement de l'image du noyau en mémoire et à la fin, nous avons le lancement du tout premier processus qui est appelé init, qui est généralement appelé le père des processus. Et init ici a pour ID 1, le PID du processus init c'est 1, soit entendons la processus ID, et nous avons le PPID qui veut dire parent processus ID, l'ID du processus père qui est égal à 0. Et nous avons également les services, tous ces services-là se lancent en fonction d'un niveau d'exécution qui est appelé run level en anglais. Nous avons ici tel que schématisé les différentes étapes du démarrage du système. Nous avons le BIOS, après le BIOS nous avons le MBR, le Master Boot Record, nous avons le GRUB, le Grand Unified Bootloader, nous avons le noyau, l'init, le père des processus, ensuite le run level. Donc voilà un peu de manière vraiment synoptique les différentes étapes du démarrage d'un système d'exploitation. Et dans ce schéma, nous noterons que chacune des étapes précédentes fait appel à l'étape suivante. Nous avons par exemple au niveau du BIOS, lorsque le BIOS se termine, le BIOS fait appel au MBR, le Master Boot Record, et lorsque le Master Boot Record se termine, il fait appel au GRUB. Donc de manière progressive, les étapes qui viennent avant font appel aux étapes qui viennent après, et c'est ainsi qu'elles s'enchaînent les unes à la suite des autres. Après avoir vu de manière générale les grandes étapes intervenant dans le démarrage du système, nous allons entrer plus en détail en voyant de manière spécifique ce qui se passe exactement à chacune de ces étapes-là. Nous allons déjà commencer par l'étape du BIOS post. Et à ce niveau-ci, nous allons dire que nous retiendrons que la carte mère commence déjà d'abord par recevoir le signal venant de l'alimentation. Lorsqu'on connecte notre ordinateur, notre système à notre prise murale, la carte mère reçoit d'abord le signal. Ensuite, après l'étape du BIOS post, nous entrons à proprement parler dans l'étape de l'exécution du poste. Et nous avons ici les différentes phases de l'exécution de cette étape de poste. Nous avons premièrement un signal qui nous demande, qui vérifie si l'étape du BIOS post est bien passée. Si l'étape du BIOS post est bien passée, nous avons une réponse OK. Ensuite, nous avons un appel, une interruption qui sera appelée l'interruption numéro 19 pour la découverte des périphériques connectés à la carte mère. À la suite de cette interruption, nous avons la recherche de la carte vidéo et le chargement du BIOS de la carte située à l'adresse C3OH. Après cela, nous avons la recherche et le chargement des éventuels BIOS des autres périphériques. Survient par la suite le test de la mémoire, l'inventaire des éléments matériels du système et la vérification de leur fonctionnement, l'affichage d'un résumé des informations précédemment récoltées jusqu'ici, la recherche d'un périphérique pour démarrer le système d'exploitation, la recherche du Master Boot Record MBR, et enfin, pour achever cette étape du poste, nous aurons le chargement en mémoire
du code contenu dans le MBR et l'exécution de ce code-là. Donc voilà un peu résumé ici les différentes étapes qui se déroulent au niveau de la phase de l'exécution du poste qui elle-même est une partie du BIOS. Après le poste, nous avons la deuxième étape qui intervient au niveau du BIOS, qui est le setup. Le setup ici est une interface graphique ou frontale qui permet de gérer le BIOS. Et au niveau du setup, nous avons la possibilité de faire un certain nombre de configurations, des configurations basiques sur le système d'exploitation. Notamment, nous pouvons modifier la date, l'heure, le mot de passe du système. Nous pouvons activer ou désactiver certains périphériques intégrés. Nous pouvons faire un certain nombre de paramètres relatifs aux périphériques. Nous pouvons changer l'ordre de démarrage du périphérique. Généralement, c'est au niveau du setup que l'ordre d'amorçage du système est modifié. Au niveau de ce setup également, nous pouvons gérer des erreurs bloquantes, généralement des erreurs du clavier, de souris, de l'écran, faire le choix de la langue et puis choisir même le type de démarrage, notamment pour ne citer que cela. À la fin de l'exécution du BIOS, il fait appel au MBR, entendons par là Master Boot Record, encore appelé gestionnaire de démarrage. Le MBR est codé sur 512 sur les 512 premiers octets du disque dur, qui représente la première partie du disque dur, et constitué comme suit. Les 446 octets, les 400 premiers 46 octets ont pour contenu le programme de boot même. Les 16 octets qui suivent contiennent la description de la première partition primaire, les 16 octets suivants la description de la seconde partition primaire, les 5 octets d'après la description de la troisième partition primaire et les 16 autres octets la description de la quatrième partition primaire, et les 2 octets restants contiennent la signature indiquant s'il s'agit d'un secteur de boot. Et au niveau de Master Boot Record, nous pouvons faire le choix du système d'exploitation à charger. Notamment, ceci est rencontré généralement dans les systèmes de multi-boot. Nous avons également la possibilité de faire un certain nombre de configurations telles que le mot de passe, le disque, où trouver le système d'exploitation, le noyau à charger, l'initial RAM disk, le système de fichiers racines. Et nous noterons que nous avons ici plusieurs types de bootloader. Nous avons le Grub, nous avons le Grub 2 qui est la version évoluée du Grub, et nous avons Lilo qui est le bootloader initial des systèmes Linux, entendons par là Linux bootloader, qui n'est plus à jour aujourd'hui, mais la connaissance de comment il était conçu est notamment nécessaire. À la fin de l'exécution du MBR, celui-ci fait appel au Grub, soit Grand Unified Bootloader, encore appelé chargeur d'amorçage. Les fichiers de configuration du Grub ici là sont contenus dans l'arborescence /boot/grub/menu.lst, et le Grub s'installe par la commande grub-install/dev/sta, et le Grub est mis à jour par la commande update-grub. Nous avons ici quelques principales directives utilisées au niveau du Grub ainsi que leur rôle. La directive title nous indique le titre du système d'exploitation. La directive root nous indique la partition racine. La directive kernel nous indique le noyau. La directive init rd indique les modules spécialement nécessaires au démarrage. La directive timeout nous renseigne sur le délai d'attente de l'invite. Ça, c'est le cas du multi-boot. Et puis maintenant, la directive default nous renseigne sur le noyau du système d'exploitation chargé par défaut au bout du timeout. À la suite du Grub version 1, encore appelé Grub Legacy, nous allons maintenant voir le Grub version 2. Nous allons retenir que le Grub version 2 a été conçu dans une architecture modulaire avec un ensemble de fichiers templates qu'on retrouve dans le répertoire /etc/grub.d/. Et la configuration de plusieurs paramètres par défaut du Grub version 1 se trouve dans le fichier /etc/default/grub, tandis que la commande update-grub permet la mise à jour du Grub version 2. Comme nous l'avons précédemment vu, la même commande est également utilisée pour la mise à jour du Grub version 1. Et l'exécution de cette commande ici induit la génération du fichier de configuration du Grub,
qui se trouve dans /boot/grub/grub.cfg. Nous allons passer à l'ouverture de notre terminal. Nous ouvrons le terminal. Nous avons effacé ce qui était là. Nous allons lister maintenant le contenu du répertoire /etc/grub pour voir les différents fichiers templates qui ont permis de monter le grub version 2. Voilà, nous avons ici l'ensemble des fichiers qui ont permis de monter le grub version 2. Nous avons certains d'entre eux, le fichier 00_rider qui renseigne sur les informations concernant le titre, l'entête du système d'exploitation. Nous avons le fichier 05_debian_theme et d'autres fichiers. Nous allons revenir sur notre présentation. À la suite, maintenant, nous allons voir les principales directives et puis les rôles associés à chacune de ces directives, les directives qui sont utilisées dans le grub version 2. Nous avons premièrement la directive menu entry qui indique le titre du système d'exploitation. Cette directive a remplacé la directive title qui était utilisée dans le grub legacy. Nous avons la directive root qui indique la partition racine, la directive Linux L qui indique le noyau, qui a remplacé la directive kernel du grub version 1. Nous avons la directive init_rd qui indique les modules spécialement nécessaires au démarrage. Et à ce niveau, nous allons remarquer que cette directive est de plus en plus remplacée par la directive init_ramfs à cause de certains manquements dont elle a fait montre. La directive init_rd est remplacée par la directive init_ramfs. Nous avons la directive timeout qui renseigne sur le délai d'attente de l'invite dans le cas du multi-boot, et enfin la directive default qui renseigne sur le noyau du système d'exploitation chargé par défaut au bout du timeout. Comme je le disais tantôt, la directive init_rd est remplacée par la directive init_ramfs, entendons par là initial ram file system, et cette directive a été introduite dans les noyaux Linux à partir de la version 2.6. Nous poursuivons avec le démarrage du système. Précédemment, nous avons vu les différentes étapes contenues dans le BIOS. À la suite du BIOS, nous avons vu le MBR, le Master Boot Record. À la suite du Master Boot Record, nous avons vu le grub, les différents types de grub, le grub version 1, encore appelé grub legacy, ensuite le grub version 2. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, qui fait également partie du démarrage du système. Donc, après le grub, le chargement du grub en mémoire, nous avons le choix et le chargement du noyau en mémoire. Et ici, nous avons les différentes parties ou bien les différentes étapes qui se déroulent pendant le choix du noyau en mémoire. Nous avons premièrement la détection et l'initialisation à nouveau des périphériques. Ensuite, nous avons le montage de la partition racine en lecture seule, RO pour dire read only, la création de la première console dans /dev/tty1. Nous avons vu ça précédemment en ce qui concernait les consoles, la gestion des consoles. Nous avons ensuite l'exécution du premier processus. Après le chargement du noyau en mémoire, nous avons l'étape suivante qui consiste au lancement du premier processus, appelé encore père des processus, qui porte le nom de init, ayant pour PID le numéro 1. Ici, dans le lancement du premier processus, nous avons les étapes suivantes. Nous avons la lecture du fichier /etc/init_tab. Nous avons la détection du run level par défaut dans init default. Nous avons le montage des systèmes de fichiers virtuels procfs et procfs et sysfs montés sur /proc, les répertoires /proc et /sys qui sont des répertoires virtuels. Nous l'avons vu à l'entame de notre présentation. Nous avons par la suite la détection des consoles et des périphériques, l'activation de la swap, le remontage de la partition racine en lecture-écriture en mode RW pour dire read write, le montage des autres partitions mentionnées dans /etc/fstab, la définition du hostname, la mise à l'heure du système d'exploitation, l'exécution du premier script situé dans /etc./init.d/rcs, et enfin ce dernier script appelle tous ceux qui sont situés dans le répertoire /etc/rc
grand N.D où grand N ici renvoie au run level ou au niveau d'exécution par défaut. La notion de run level sera vue à la suite de notre programme. Lorsque nous allons ouvrir notre terminal, nous allons ouvrir le fichier /etc/rc grand N en donnant à N la valeur 2. 2 ici renvoie au run level par défaut qui prend en charge le réseau et puis affichage graphique. Tous les fichiers ou alors tous les services qui vont commencer par un grand S, ce sont des services qui doivent être démarrés et tous ceux qui commenceront par grand A seront des services qui doivent être arrêtés. Nous allons donc passer immédiatement à l'ouverture de notre terminal. Nous allons afficher ls lister ls avec, nous allons lui donner en paramètre l'option -l. L'option -l ici permet de spécifier, affiche les différents droits associés à chacun des fichiers. /etc /rc n la valeur 2.d. Voilà le contenu de notre fichier /etc/rc2.d. Lorsqu'on se rapproche du champ qui commence avec readme, nous constatons aisément que nous avons une liste de services qui commencent par S, et je disais tantôt que le S là renvoie aux services qui doivent être démarrés. S pour dire start. Malheureusement, dans notre système d'exploitation, si nous n'avons pas les services qui doivent être arrêtés, sinon ces services là commenceraient avec le grand K. Après avoir vu les grandes étapes intervenant lors du démarrage d'un système d'exploitation, nous allons maintenant nous arrêter un peu sur le père des processus, qui est le processus init. Nous allons retenir que le fichier de configuration du processus init est le fichier /etc/inittab. Et ce fichier inittab est constitué de champs de commentaires suivis de scripts à exécuter suivant un certain type d'événements qui peuvent survenir lors de l'exploitation du système. Nous avons par exemple que faire lors des changements de niveau d'exécution, que faire lors de l'appui sur CTRL plus ALT plus supprime, que faire en cas de coupure de courant, que faire lors de l'appui sur ALT plus FX, quel est le niveau d'exécution par défaut, quel script exécuter en premier lieu. Donc toutes ces questions-ci sont des questions qui peuvent trouver réponse dans le fichier /etc/inittab. Et nous retiendrons également que lorsque le père des processus est lancé, le contenu de ce fichier-ci est lu ligne après ligne. Donc une ligne est lue à la suite de l'autre. Et le fichier inittab est structuré comme suit. C'est un fichier qui est composé de 4 champs. Le premier champ renvoie à l'ID qui est l'identifiant de la ligne et cet identifiant peut être choisi de manière aléatoire. Le deuxième champ renvoie au niveau qui est le niveau de démarrage ou alors le run level pour lequel la commande doit être exécutée. Le troisième champ renvoie à l'action qui définit ce que fait la ligne ou comment est-ce qu'elle sera exécutée, le mode opératoire. Et puis le dernier champ renvoie à la commande, c'est-à-dire le script qui sera à proprement exécuté. Et le champ numéro 3 qui renvoie à l'action peut avoir plusieurs valeurs possibles. Nous avons notamment init default, sysinit, wait, respo pour ne citer que celle-là. Et nous avons le fichier de configuration de /etc/inittab qui peut être relu en tapant au niveau du terminal la commande initq ou alors tel initq. Cette commande nous permet de relire le fichier /etc/inittab. Nous avons ici un exemple du contenu du fichier /etc/inittab qui est le fichier de configuration du processus init. Nous remarquerons aisément ici que nous avons des lignes en commentaire qui commencent par le dièse et puis des lignes avec la police de couleur rouge qui renvoient aux différents champs qui sont effectifs, qui structurent effectivement le fichier /etc/inittab. Lorsque nous nous attardons par exemple sur notre première ligne qui renvoie au niveau d'exécution par défaut, le premier champ ici qui est le champ ID prend la valeur ID. Nous l'avons dit, le champ ID peut prendre une valeur aléatoire et les champs sont délimités ici par les 2 points. Le deuxième champ qui renvoie au niveau de démarrage ou alors au run level, nous avons ici le run level
numéro 2 qui est le renouvelle par défaut. Et puis le troisième champ ici qui renvoie à l'action, nous avons ici init default. Lorsque nous poursuivons, nous avons l'initialisation du système. Ici, nous avons pour ID S la valeur SI. Le deuxième champ n'a pas de valeur. Le troisième champ a la valeur, le troisième champ qui renvoie à l'action à la valeur 6 init. Et enfin, le quatrième champ à la valeur /etc/rc.lib/rc.init. Lorsque nous descendons un peu plus bas au niveau de l'arrêt de la machine 2 minutes après le signal donné par l'UPS qui est un onduleur, s'il y a une coupure d'électricité, nous remarquons aisément ici ce que la machine sera appelée à faire. PF renvoie à l'ID. Après l'ID PF, nous avons le deuxième champ qui renvoie au run qui n'a aucune information. Nous avons ensuite le troisième champ qui renvoie à l'action qui sera exécutée. L'action ici, c'est le power fail, dont le système d'exploitation nous indique que nous avons un problème de coupure d'électricité. Et lorsqu'un problème de coupure d'électricité intervient pendant que le système est en cours, qu'est-ce que la machine est censée faire? La dernière valeur du champ la renvoie à la commande. Nous allons utiliser la commande shutdown avec les paramètres -f -h plus 2. Et entre guillemets là-bas, nous avons l'explication de ce que fait la commande par failure system shutting down. Donc, le système va renseigner à l'utilisateur que leur coupure de courant, il y a un problème de coupure du courant et par conséquent, le système va s'arrêter. Donc, voilà un peu en quelque sorte comment est-ce que le contenu du fichier /etc/initable est représenté et comment est-ce qu'on peut l'interpréter. La commande des messages affiche tous les messages renvoyés par le node durant la vie du système et ces messages-là sont contenus dans le fichier /var/log/message ou alors /var/log/syslog, tout dépend du système d'exploitation qui est installé et ces fichiers seront vus plus en détail dans le sujet 108 au chapitre 2. Le fichier /var/log/message, lui, il affiche uniquement les messages générés par le node durant la séquence de boot. Le fichier /var/log/message enregistre les événements dans un journal qui a une structure de 4 champs. Le premier champ renvoie à la date et à l'heure. Le deuxième champ renvoie au nom de la machine à l'origine du message. Le troisième champ renvoie au service ou à l'utilisateur du message. Le quatrième champ renvoie au contenu du message. Et à la suite, nous avons quelques commandes généralement utiles ici généralement utilisé pour la gestion et la manipulation des fichiers. Nous avons la commande tail, la commande head, la commande less, la commande more, la commande cat, la commande grep. Nous n'allons pas nous appesantir sur ces commandes car le sujet 103 va traiter de ces commandes-là. Sans plus tarder, nous allons passer à l'ouverture de notre terminal. Nous allons afficher le contenu du fichier /var/log avec l'une des commandes qui permet de gérer les fichiers. Nous avons notamment la commande tel qui permet d'afficher les 10 dernières lignes d'un fichier avec l'option -f qui permet de rafraîchir cet affichage là /var/log/message. Nous avons dit ça peut être /message ou alors /syslog, tout dépend des systèmes d'exploitation qui sont installés. Donc, nous voyons aussi le contenu de notre fichier /var/log/message, ce fichier-là qui affiche le contenu de tous les messages qui sont enregistrés durant la vie du système d'exploitation. Donc, lorsque nous regardons aisément, nous voyons le premier champ ici qui renvoie à la date et à l'heure. Nous voyons les champs, nous voyons le deuxième champ qui renvoie au nom de la machine serveur. Nous voyons le troisième champ et puis nous voyons le quatrième champ, le service qui a été utilisé. Donc voilà un peu en quelque sorte le contenu de notre fichier /var/log/message. Nous continuons le démarrage du système avec Opstar. Opstar est un système de gestion des services créé par Canonical basé sur les événements. Opstar permet de corriger certains points faibles des systèmes 5 classiques, mais pas tous. Il a apporté comme nouveauté notamment, il permet l'exécution des services en mode asynchrone, il permet le démarrage en parallèle des scripts,
Il permet à la séquence de boot d'être plus rapide, contrairement au système 5, avec une compatibilité assurée. Il donne la possibilité à l'administrateur de conditionner l'exécution des tâches. Il permet une exploitation optimale des ressources matérielles modernes. Il maintient le démarrage des services par init.d, conformément à la LSB. Le niveau d'exécution par défaut ici sous Upstart est contenu dans la variable default _runLevel qu'on retrouve dans le fichier /etc/init/rc-6init.conf. Chaque service appelé job est configuré dans /etc/init/nom du job.conf. La vérification de la syntaxe d'un job se fait par la commande init-conf checkconf. Le démarrage d'un service se fait pas sous la nomenclature service espace non service espace action, et la gestion des services se fait avec la commande init-ctl. Nous allons remarquer que Upstart lui-même est progressivement remplacé par systemd. Nous poursuivons avec le niveau d'exécution. À un niveau d'exécution, runLevel correspond à un certain nombre de services accessibles. Sous les systèmes 5, nous avons les runLevel allant de 0 jusqu'à 6 avec les descriptions associées. Nous allons dire ici que les runLevel sous le système d'exploitation Linux correspondent un peu par analogie sous les systèmes Windows. Au type de démarrage, nous avons par exemple sous Windows le démarrage en mode sans échec, pour ne citer que celui-là. Nous avons donc le runLevel numéro 0 qui correspond au descriptif shutdown, c'est-à-dire la machine est arrêtée. Le runLevel numéro 1 renvoie au mode de maintenance réservé aux routes simplement. Le numéro 2 renvoie par défaut, c'est le runLevel par défaut sous les systèmes Debian et des Viviers, et il correspond au multi-utilisateur avec les services réseau démarrés. Le numéro 3 renvoie au runLevel par défaut utilisé sous les systèmes Red Hat et dérivés. Il correspond au multi-utilisateur avec tous les services réseau démarrés. Le numéro 4 ne renvoie à rien. Le 5 correspond à une interface graphique avec X11. C'est le numéro 5 par exemple que nous sommes en train d'utiliser là, le runLevel numéro 5. Et puis le numéro 6 qui renvoie à une machine. Le système demande à la machine ou système d'exploitation de redémarrer. La détermination du niveau d'exécution courant se fait par la commande runLevel ou alors la commande -r en mode route. Et puis la modification du runLevel se fait par les commandes soit init suivi d'une runLevel qu'on veut modifier, tel init reboot pour dire on redémarre le système, shutdown pour arrêter, par off pour éteindre et alt, pour ne citer que cela. Notre terminal ouvert, nous allons taper la commande runLevel pour vérifier exactement à quel niveau d'exécution nous sommes en train de travailler actuellement. Voilà, le système nous dit ici que le runLevel ici par défaut sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est le runLevel numéro 5. Et souvenons-nous que lorsqu'on voyait le tableau correspondant au descriptif des runLevel, nous avons vu que le numéro 5 correspondait à la gestion graphique sous les systèmes X11. Nous poursuivons avec le système D, qui est un système de gestion des services qui est venu remplacer le système Upstart. Et le système D repose ici sur le postulat suivant. Pourquoi faire un démarrage séquentiel lorsqu'il est possible de démarrer en simultané la plupart des composants du système? Les constats suivants ont été énumérés et c'est à la base de ces constats que le système D a été mis en œuvre. Les architectures matérielles modernes sont le plus souvent multicœurs, les disques durs sont de plus en plus volumineux et travaillent beaucoup plus lentement que les processeurs. Il faut donc démarrer le plus de choses possible en même temps de façon à servir convenablement les cœurs. On peut démarrer tous les services en même temps. Si un service attend la réponse d'un autre service parce qu'il en dépend, on met sa requête en mémoire tampon en attendant que ces derniers soient démarrés. Certains services n'ont aucun intérêt à être lancés au démarrage du système. Pour cela, on suivait un événement particulier pour les exécuter. Les scripts historiques de démarrage des services sont trop lents. Ils sont en texte et lancent des dizaines de programmes. À terme, ils doivent être remplacés par des binaires compilés qui font eux-mêmes les appels système nécessaires et sont donc plus rapides à charger. Tout ce que nous avons vu depuis le départ là, toutes les nomenclatures que nous avons vues étaient basées sur les systèmes 5. Après, nous avons vu le Upstart qui est venu en remplacement du système 5 et maintenant nous voyons le système D qui vient en remplacement du Upstart.
Démarrage du système D. Le système D ne pense pas en termes de niveau d'exécution ou run level, à la manière du système 5, mais en termes de cibles. Les cibles ici encore appelées targets sont les grandes étapes du démarrage qu'il faut atteindre. Nous avons ici la correspondance qui existe entre les niveaux d'exécution sous le système 5 et les cibles ou targets qui sont utilisés sous le système D. Nous avons la première cible bar of point target qui correspond au run level numéro 0 point target 0 sous système 5. Nous avons la cible rescue point target qui correspond au run level 1 point target 1 ou alors S ou alors single. Nous avons la cible multi-user point target qui correspond au niveau d'exécution sous système 5 run level 3 point target 3. Multi-user point target qui correspond à run level 2 point target ou alors run level 4 point target 2 ou 4. Nous avons le graphical point target qui correspond au run level 5 point target 5. Le reboot point target qui correspond au run level 6 point target 6. Et l'emergency point target qui n'a pas de correspondance dans les systèmes 5. Nous poursuivons avec le système D. Pour atteindre une cible, le système D lance des unités appelées units, des briques de base qui peuvent par exemple être des services, des périphéries, device, des montages de partitions, monde ou des sockets, socket. Ces unités sont lancées le plus possible en simultané pour accélérer le temps de chargement. Voir le man système.dunit et système D.target. Nous avons ici quelques exemples de commandes utilisées sous le système D. Pour connaître la cible actuellement utilisée, il suffit de taper la commande système ctl-get-default. Pour évaluer, connaître l'évaluation du temps de démarrage du système, il suffit de taper la commande système-d-analyze. Pour lister les services avec leur état en cours d'utilisation, il suffit de taper la commande système ctl. Pour démarrer et arrêter un service, on tape la commande système ctl start, nom du service.service. Là, c'est pour démarrer, et pour arrêter système ctl stop, nom du service.service. Nous allons afficher ici utiliser deux commandes, la commande du système D, système ctl qui nous permet d'afficher la liste des services en cours avec leur état, système ctl qui nous renseigne sur la liste des services en cours avec leur état. Nous avons un fichier avec plusieurs champs, le champ unit, le champ là, le champ actif, le champ sort et le champ script description. Nous allons maintenant utiliser la commande système d-analyze qui nous donne l'évaluation du temps utilisé par le système d'exploitation. Voilà. Donc voilà un peu pour n'utiliser que ces deux commandes. Voilà un peu les informations qui sont renvoyées. Composants du système D. Système D fournit un large panel de commandes qui nous permettent d'avoir des informations ou de modifier l'état de notre système. Sans être exhaustif, voici les commandes les plus importantes. Nous avons notamment la commande système ctl qui permet de contrôler le système D et de gérer les unités. Précédemment, nous avons vu la même commande qui nous permettait d'afficher la liste des services en cours d'utilisation et leur état. Nous avons la commande journal ctl qui nous permet de consulter le journal de système D, la commande login ctl qui contrôle les sessions d'utilisateurs, le répertoire /etc/système D qui est le répertoire des fichiers de configuration sous système D, et puis maintenant le répertoire /usr/lib/système D qui est le répertoire de la bibliothèque de système D, pour ne citer que quelques-unes de ces commandes-là. Nous allons maintenant passer à l'exécution de la commande wall qui veut dire write on. Nous allons afficher nos terminaux pour la commande wall. Il suffit de taper world, on tape entrée et maintenant de saisir votre message. Nous allons saisir un message tout simple. Bonjour tout le monde. Nous allons lire le casque, autant pour moi.
Le casque est obligatoire en entreprise. Le chef de chaîne. Mais avant de diffuser ce message, il faut déjà que je me connecte sur d'autres consoles. Nous avons en amont vu les différentes consoles qui existent par défaut sur le système Linux. Nous avons parlé des consoles texte allant de 1 jusqu'à 6 et des consoles et la console graphique qui correspond au numéro 7. Donc là, je vais d'abord basculer sur la console, la première console pour me connecter, parce que les messages ne vont apparaître que sur les consoles des personnes qui seront connectées. Si la personne n'est pas connectée, le message n'apparaîtra pas. Donc avant de le diffuser ici, il faut d'abord que je me rassure que je puisse me connecter sur les autres consoles, ne serait-ce qu'une ou deux. Je vais donc maintenant me connecter à la console numéro 1. Je vais me connecter utilisateur Backbone. J'entre mon mot de passe. Ok, je suis connecté à la console texte numéro 1. Je vais aller à la console texte numéro 5. Je fais la même opération. Utilisateur Backbone. Mot de passe. Voilà, je suis connecté. Là, je peux vérifier effectivement qui sont les utilisateurs sur quelle console qui sont connectés. J'ai la console 1 connectée, la 2 n'est pas connectée, la 3 n'est pas connectée, la 4 n'est pas connectée, la 5 est connectée, la 6 n'est pas connectée. Et là, je reviens sur ma console graphique. Une fois donc sur ma console graphique, pour diffuser le message, il suffit juste pour moi de taper sur mon clavier CTRL D et le message sera diffusé. Le message qui sera diffusé va s'afficher automatiquement sur les consoles de toutes les personnes qui sont connectées. Je tape donc CTRL D. CTRL D. Voilà le message qui m'affiche. Diffusion de message de Backbone. Utilisateur Backbone connecté sur la machine serveur le mercredi du 9 novembre à 13h44 minutes 43 secondes de 2016. Voilà le message suivant qui a été diffusé. Bonjour tout le monde. Le casque est obligatoire en entreprise, le chef de chaîne. Maintenant, pour me rassurer effectivement que mes collègues connectés ont reçu ce message, je vais basculer sur les différentes consoles sur lesquelles je me suis connecté précédemment. La console 1. Et oui, je peux constater effectivement que le message qui a été envoyé sur le thème, sur la console graphique a été répercuté au niveau de la console texte numéro 1. Bonjour tout le monde, le casque est obligatoire en entreprise, le chef de chaîne. Je vais passer sur la console 2, il n'a rien reçu. 3 n'a rien, 4 n'a rien, 5 a reçu le même message, bonjour tout le monde, le casque est obligatoire en entreprise pour le chef de chaîne. Donc voilà un peu comment à quoi sert la console Word lorsqu'on est plusieurs utilisateurs dans un réseau et qu'on veut envoyer un message de diffusion dans le réseau. Il suffit juste d'utiliser la commande Word. Il suffit simplement d'utiliser la commande Word et toutes les personnes connectées recevront de manière instantanée la commande. Je vais donc revenir sur ma console graphique. Après maintenant la commande Word, nous allons voir la commande login CTL qui permet d'afficher les différentes sessions des utilisateurs connectés. Login CTL, oui, voilà. Login CTL me dit qu'il y a 3 sessions actuellement qui sont ouvertes. Il y a une session avec une session numéro 2, session numéro 9, une session numéro 10 avec les UID différents, les UID suivants, 1000, donc c'est le même utilisateur qui est connecté sur les différentes sessions. Et effectivement, ce sont les sessions, il y a Backbone, l'utilisateur Backbone est connecté sur la session de la console graphique. Le même utilisateur est connecté sur la session de la console texte numéro 1 et le même utilisateur est connecté sur la session de la console texte numéro 5. Donc, voilà la raison pour laquelle la commande login CTL nous renvoie les différentes sessions actives et les utilisateurs qui sont connectés. Nous allons maintenant utiliser la commande journal qui nous permet de consulter le journal du système CTL, command non found, sûrement un problème de syntaxe.
journal CTL. Oui, ok, je comprends. Pour que je puisse utiliser cette commande, il faut que je sois connecté en route, parce qu'en tant que simple utilisateur, je n'ai pas les privilèges qui me permettent de le faire. Je me connecte en route et ensuite je vais taper la même commande, journal CTL. Voilà le fichier journal du système D qui s'affiche. Donc, en mode utilisateur STEM, je n'ai pas les privilèges qui me permettent de consulter le journal, parce que le journal renseigne sur un certain nombre d'éléments véritablement spécifiques au système d'exploitation et qui ne doivent pas être vus ni su de tous. C'est pourquoi seul le root a véritablement la priorité pour pouvoir consulter ce fichier. Si je vais donc sortir de là. Donc, nous avons vu ici l'utilisation et l'utilité de la commande Word, et puis quelle est la présentation du fichier journal CTL, et puis quelles sont les informations renvoyées par la commande login CTL. Voilà un peu en quelque sorte ce que nous pouvons dire sur le système D pour terminer à ce niveau, et je vous dis merci pour votre attention et j'espère vous avoir apprécié, et je vous donne rendez-vous à la prochaine session, le sujet suivant qui sera le sujet 102. Merci.